Tout de suite, le JT. Ravi de vous retrouver ce soir pour l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel et le réseau des instances africaines de régulation de la communication organisent un colloque international sur les mécanismes de lutte contre les discours de haine. État des lieux et perspectives. Les travaux de ces assises sont ouverts ce matin à N'Djamena et couplés avec la commémoration des 30 ans de la vie de Hama. Mistangar Victor pour le reportage. La lutte contre les discours de haine au Tchad et en Afrique a fait l'objet de ce colloque international qui a regroupé plusieurs responsables en charge de la régulation du secteur de la communication venus de différents pays. Durant 3 jours, les participants à ces assises de N'Djamena auront à s'informer, se sensibiliser sur les mutations technologiques et les discours de haine qui se propagent dans les médias. Les mots ont un poids. Ils peuvent être soit poison ou potion, armes de guerre ou semences de paix. En N'Djamena, nous avons choisi aujourd'hui que la parole soit plutôt un pont et non pas un mur. Que la parole ressemble, rassemble et ne divise plus. Car si les discours de haine brûlent les cœurs, les discours de paix allument les lampes de l'espérance. Aujourd'hui, grâce à ce colloque, nous envoyons au monde un message sans équivoque. La capitale du Tchad, N'Djamena, la haine n'aura plus droit de citer. Ces conclaves, qui se coïncident avec la célébration de 30 ans d'existence de la Hama, née sur les cendres du Haut Conseil de la communication en 1994, ne visent non seulement à faire connaître les instruments juridiques et les dispositions légales de prévention des discours de haine, mais à rappeler aux acteurs de la communication de leur responsabilité à contribuer pour maintenir la paix et la cohésion sociale entre les citoyens. Le RIARC et la Hama organisent les assises de N'Djamena. Assises qui sont pour nous, régulateurs africains, une occasion idoine de dialoguer, de partager nos expériences et d'identifier ensemble les stratégies concrètes afin de mieux lutter contre les discours de haine dans nos pays. Outre les régulateurs, ces échanges sont ouverts aux universitaires, à tous les acteurs des médias, aux leaders d'opinion, et devront se poursuivre avec les plateformes numériques dont la contribution est essentielle pour limiter la propagation des discours haineux sur la toile numérique. Dans cette dynamique, les médias ont un rôle essentiel à jouer, notamment en s'abstenant de relayer les discours de haine et en contribuant par l'information, la sensibilisation et l'éducation des populations à la promotion d'une culture de paix, de tolérance et de cohabitation pacifique. Avec l'explosion des outils de communication, les instances de régulation ont du pain sur la planche pour assainir ce secteur. Les mécanismes de lutte contre les discours de haine sont devenus plus que jamais un combat collectif. Ce colloque marque également le 30e anniversaire de la Hama dans l'accompagnement et la régulation du paysage médiatique tchadien. Toujours au micro de Mistangar Victor, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Tom Erdimi, qui a représenté le chef d'État à cette cérémonie, invite les acteurs de la communication à bannir les discours de haine et construire collectivement la paix et le développement. Suivi. Le discours de la haine, sous toutes ses formes, représente une menace grandissante pour la paix sociale, la cohésion nationale et la stabilité de nos États. Ils nourrissent les divisions, exacerbent les conflits et mettent en péril les fondements même de vivre ensemble. Il vous appartient donc de réaffirmer avec force notre engagement collectif, à les proscrire et travailler à leur opposer un rempart de vigilance et de responsabilité. La liberté d'expression, principe sacré que nous défendons avec conviction, ne saurait en aucun cas être dévoyé pour servir de tribune à la haine.
à l'exclusion ou à la stigmatisation. Elle doit, au contraire, être promue comme un vecteur de dialogue constructif, d'enrichissement mutuel et de consolidation de nos valeurs communes. Je l'appelle donc solennellement à une prise de conscience individuelle et collective, impliquant aussi bien les institutions de régulation que les acteurs politiques, les médias, la société civile et la jeunesse africaine. Nous avons le devoir impérieux de renforcer les mécanismes de prévention, de sensibilisation et de sanctions afin d'éradiquer ces fléaux. Nous devons œuvrer à bâtir une communication inclusive, respectueuse et promotrice de la paix. Le phénomène des discours de haine s'est amplifié au cours de ces dernières années, notamment avec l'essor des réseaux sociaux et des plateformes numériques. Si les médias classiques demeurent relativement encadrés, le cyberspace, lui, est devenu une tribune ouverte où circulent librement des propos violents, discriminatoires et parfois incitatifs à la haine ethnique, religieuse et ou politique. Les conséquences des discours de haine sont d'une gravité indescriptible. Au cours du sommet sur le climat convoqué et présidé par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le Tchad, par la voix du Premier ministre, l'ambassadeur Ahmed Halina, représentant le président de la République, a prononcé un discours. Il a alerté les leaders mondiaux sur les défis liés à l'assèchement du lac Tchad ainsi que les menaces de Boko Haram. Suivez son discours. Le Tchad, pays sahélien au cœur de l'Afrique, incarne aujourd'hui la réalité du changement climatique. Dans mon pays, les lacs s'assèchent, les villages se vident, les terres s'épuisent et notre jeunesse est contrainte à l'exil, non pas par choix, mais guidée par l'instinct de survie. Le lac Tchad, autrefois mer intérieure qui nourrissait nos terres et nos communautés, dont dépend la vie de 30 millions d'âmes issus des 4 bassins des pays du bassin, a perdu en un demi-siècle plus de 90% de sa superficie. Sa disparition progressive a détruit nos écosystèmes naturels, a appauvri des millions de riverains et a contribué à alimenter les tensions et conflits autour de l'accès aux ressources naturelles. Vous conviendrez avec moi que la protection des populations face aux effets du changement climatique est à la fois un impératif humanitaire et une action essentielle pour assurer le développement durable de nos communautés. Dans cette perspective, le Tchad présentera à la COP30 à Belém une feuille de route articulée autour de 4 axes majeurs. 1. La mise en place d'un guichet unique pour les contextes fragiles au sein des institutions financières climatiques, doté de procédures accélérées et de critères d'éligibilité adaptés à nos réalités. 2. Intégrer le nexus climat, paix et sécurité dans tous les mécanismes de financement, reconnaissant que les investissements climatiques contribuent à la prévention des conflits. 3. Multiplier les plateformes nationales comme instruments d'innovation pour permettre aux pays vulnérables de devenir pleinement acteurs de leur propre transformation. 4. Respecter les engagements de financement climatique en adaptant les mécanismes aux réalités des contextes fragiles. Au Tchad, nous refusons de subir. Nous continuons à agir pour la planète. En 2030, nous voulons un Tchad à la grande muraille verte. Ce projet panafricain, écologique et ambitieux pour protéger nos terres où nos communautés sont préparées et alertées face aux catastrophes et où chaque enfant puisse naître et grandir dans un environnement sûr et durable. Pour atteindre cette vision,
La solidarité internationale doit se traduire en actions concrètes et immédiates. Ensemble, nous pouvons faire de la COP 30 un tournant historique où l'ambition climatique devient le moteur de la croissance, l'encre. En société, l'acte de naissance constitue la première reconnaissance juridique d'un individu. Il marque l'entrée d'un enfant dans la société et lui donne des droits fondamentaux. Pourtant, certains parents ignorent son importance. Kaobari Malmester nous en dit plus. L'acte de naissance est le premier document officiel attestant de l'identité d'un individu dès sa venue au monde. Malheureusement, pour une partie de la population, ces documents demeurent secondaires, voire superflus. Certains parents estiment à tort que l'acte de naissance n'est utile qu'au moment de l'inscription scolaire. Une perception erronée qui nuit au développement harmonieux de l'enfant. En réalité, l'acte de naissance constitue la première preuve d'identité légale. Il est requis pour établir la nationalité, accéder aux services sociaux de base tels que l'éducation, la santé ou encore pour obtenir des documents officiels comme le passeport ou la carte d'identité. Il est également indispensable dans les démarches liées à l'état civil, mariage, divorce, succession ou décès. Au-delà de ces usages individuels, les actes de naissance revêtent une importance collective. Ils permettent à l'État de disposer des données démographiques fiables nécessaires pour la planification des politiques publiques et le déploiement des services sociaux. Cependant, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, certains citoyens continuent de vivre sans identité légale, parfois même sans connaître la date exacte de leur naissance. Pour eux, l'essentiel est de vivre, reléguant au second plan la reconnaissance juridique. Il n'est pas rare de croiser des jeunes qui atteignent le niveau secondaire, parfois jusqu'en classe de 3e, sans jamais avoir été déclarés à l'état civil. Cette situation alarmante doit interpeller. Il est impératif que chaque parent prenne conscience de sa responsabilité et fasse établir l'acte de naissance de son enfant dès le premier jour de vie. Car au-delà de sa valeur administrative, l'acte de naissance est le socle sur lequel reposent tous les autres droits humains. Dans nos sociétés à Koumra, la Commission diocésaine Justice et Paix tient sa première assemblée générale du 25 au 27 septembre 2025. C'est dans la salle de réunion du centre culturel de Koumra. En Konoïte Ramadjita, notre correspondant pour le reportage. Première du genre après l'élection de la zone de Koumra en diocèse, cette assemblée générale diocésaine de la commission justice et paix a réuni les commissions paroissiales parmi lesquelles les prêtres, curés et vicaires des paroisses. Elle est l'occasion pour cette église à travers ces hommes et femmes préoccupés de la question de tout homme et de tout l'homme de statuer sur les questions ecclésiales, sociales, judiciaires, des catastrophes naturelles, mais aussi de la réorganisation des commissions paroissiales justice et paix qui seront désormais solides aux côtés des vulnérables. Faudrait-il mentionner, cette réorganisation commencera par celle de la commission diocésaine dont certains membres sont prêtres incardinés dans le diocèse de Sarre. À l'ouverture de cette assemblée générale, Monseigneur Samuel Mbaira Betibinga, l'ordinaire des lieux, n'a pas perdu de vue la question de l'identification des défis pour le diocèse, le Tchad et partant l'Église universelle. Ce moment est une occasion précieuse de réfléchir ensemble sur notre rôle en tant que communauté chrétienne dans la promotion de la justice et de la paix. Dans un monde souvent marqué par les divisions, les conflits de tout genre, les violences, l'injustice et l'indifférence, notre mission en tant qu'Église est plus pertinente que jamais. Nous sommes appelés à être des témoins de la justice divine, à défendre les opprimés et à œuvrer pour la réconciliation et la paix. Chaque acte de bonté, chaque parole de vérité, chaque geste de solidarité compte. Dans un tel contexte, l'Église ne peut rester indifférente. Elle se doit d'être levain de fraternité, lumière d'espérance et instrument de paix. L'identification des défis prioritaires qui concernent notre diocèse, notre pays et notre monde, pour une action enracinée dans la réalité que nous vivons.
la définition d'un plan d'action commun et adapté afin que notre engagement ne soit pas dispersé. Il faut noter que c'est une soixantaine de participants issus des commissions paroissiales des 11 paroisses que compte le diocèse de Koumra qui prennent part à ce premier rendez-vous. Les produits pharmaceutiques jouent un rôle essentiel dans la prévention et le traitement des maladies. Malheureusement, certains de ces produits sont souvent exposés au marché sans protection pour la vente. Roselyne Tchekourouboua. Les produits pharmaceutiques sont des objets très fragiles qui demandent une conservation rigoureuse. Les exposer en plein air est un risque pour la santé. Malheureusement, cette pratique est visible sur les marchés et autres points de vente. L'on voit des produits pharmaceutiques de différentes qualités exposés sous un soleil ardent, même aux abords des rues avec toutes les intempéries. Interrogés à ce sujet, certains ont exprimé leur mécontentement sur l'exposition de ces produits aux intempéries hors de nos micros. Par contre, d'autres ont laissé entendre qu'ils préfèrent mieux s'approvisionner avec ces produits sur les marchés puisque certains produits coûtent cher dans les pharmacies. Ce que la population devrait comprendre est que l'efficacité des produits pharmaceutiques dépend largement du respect des normes de qualité et des conditions appropriées de conservation établies par l'Organisation mondiale de la santé. Or, sur de nombreux marchés, notamment dans les circuits informels, les médicaments sont souvent exposés à des facteurs de risque tels que la chaleur, l'humidité, la lumière ou encore une rupture de la chaîne du froid. Cette mauvaise conservation entraîne non seulement une perte d'efficacité thérapeutique, mais peut aussi provoquer des effets indésirables graves chez les patients selon les spécialistes de la santé publique. Ainsi, les risques liés à la qualité et à la conservation des produits pharmaceutiques constitue un véritable défi sanitaire et réglementaire nécessitant une vigilance rigoureuse de la part des autorités et les professionnels de santé. En culture, l'art plastique et l'art dramatique sont deux formes d'expression artistique qui visent à transmettre des idées, des émotions ou des histoires en utilisant des moyens très différents. Yakilidia nous fait la différence. Suivez plutôt. L'art plastique est un art visuel qui utilise diverses matières, formes et couleurs pour créer des œuvres que l'on peut voir et parfois toucher. Parmi les disciplines que relèvent de l'art plastique, on trouve la peinture, la sculpture, le collage, la photographie et le dessin. Cet art est souvent utilisé pour orner les salles de cérémonie, mais il reste peu connu au théâtre, en grande partie en raison du manque de soutien des autorités et de la valorisation des objets d'art. L'objectif de cette discipline artistique est d'exprimer des idées, des émotions ou une vision du monde à travers des œuvres visuelles et une représentation symbolique de la nation. L'art dramatique, en revanche, se manifeste sous forme de performances théâtrales. Ils utilisent le jeu d'acteurs, le corps, la voix, les gestes et parfois la musique ou la danse pour raconter une histoire ou transmettre une émotion en direct devant un public. Ce domaine inclut le théâtre, l'improvisation et la lecture théâtralisée. La principale différence entre l'art plastique et l'art dramatique réside donc dans la forme d'expression artistique et les médiums employés. Les deux disciplines transmettent chacune à leur façon des expressions artistiques distinctes. Leur objectif est de donner vie à une histoire ou à une émotion à travers une performance. Bien que l'art tchadien soit peu soutenu, connu et valorisé par les autorités et la communauté, il mérite d'être priorisé car il contribue à la richesse du patrimoine culturel du Tchad. La distinction entre l'art plastique et l'art dramatique réside essentiellement dans l'expression artistique que chacune de ces deux disciplines véhicule. Que ce soit l'art plastique ou l'art dramatique, les deux transmettent chacun un message et représentent le miroir de la société. La Fédération nationale membre du comité olympique et sportif tchadien a condamné dans un communiqué les actes de vandalisme commis le 21 septembre dernier dans les locaux du comité. Ces actes sont jugés d'incivisme selon ce dernier. Bendik Samsadok pour le commentaire.
S'exprimant au nom des signataires, Alambatna Hervé, secrétaire général de la Fédération tchadienne de handball, a dénoncé une tentative illégitime de prise de contrôle par la force en violation flagrante des textes régissant le COST. Ces fédérations ont réaffirmé leur soutien sans réserve au président élu, Idriss Doukouni Adjiker, et rejette catégoriquement la légitimité du bureau provisoire installé unilatéralement par Yamita Hassan. Appelant les autorités nationales, notamment le ministre des Sports, à garantir la sécurité des installations et le bon fonctionnement de l'institution, les fédérations exigent le respect des procédures légales en vigueur. Adjiker, intervenant en vidéoconférence, a rappelé que toute convocation à une assemblée générale doit respecter un préavis de 30 jours, rendant ainsi nulle la tentative de restructuration immédiate survenue le jour J des incidents. Déplorant le recours abusif à la justice nationale pour un conflit interne relevant de la gouvernance associative, le président du COS a fermement condamné les méthodes de vandalisme et de désinformation. En conclusion, les fédérations signataires réitèrent leur engagement envers l'unité du mouvement sportif et la défense des jeunes générations, affirmant que seul le respect du droit permettra de construire un avenir sportif stable et exemplaire pour le Tchad. Hors de nos frontières, l'actualité internationale est souvent rythmée par les crises en Afrique et c'est justement ce qui rend la situation au Conseil de sécurité des Nations Unies tandis qu'Odimadi Betouana Hortense nous fait le point. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est un organe exécutif de l'Organisation des Nations Unies en abrégé ONU. Cette institution a pour but principal le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Selon la Charte des Nations Unies, ce Conseil a des pouvoirs spécifiques tels que l'établissement des sanctions internationales et l'intervention militaire dans la gestion des conflits. Sur les 15 membres qui font partie de ce Conseil, seulement 5 qui détiennent un statut permanent et le droit de veto qui sont entre autres les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Ce statut a été figé en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est à noter que l'Afrique compte 54 États souverains au sein de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Sauf que la majorité des missions de maintien de la paix de l'organisation s'y déroulent et le continent africain est de loin, malgré que c'est celui qui alimente le plus l'ordre du jour du Conseil. Pourquoi l'Afrique n'a aucun représentant permanent pour prendre part aux décisions cruciales qui la concernent? Y a-t-il une raison particulière? Cette manière n'est qu'une anomalie démocratique et géopolitique qui n'a plus de sens en 2025. Les pays africains, par le biais du consensus des Unis, ne demandent pas la charité. Ils réclament 2 sièges permanents avec le droit de veto, arguant qu'une simple présence sans pouvoir réel serait dénuée de toute crédibilité. Or, la réforme est bloquée par ceux qui détiennent le pouvoir. Les 5 membres permanents, ces derniers ont divisé et surtout très réticents à partager leur influence. L'impasse est totale. D'un côté, certains États africains refusent de n'être qu'un observateur sans voix au chapitre et de l'autre côté, les puissances historiques refusent de céder. Pour finir, tant que les grandes puissances refuseront d'adapter le Conseil de sécurité aux réalités du XXIe siècle, l'ONU restera sur cette question une institution ancrée dans le passé. Et c'est la légitimité même de l'organe censé garantir la paix mondiale qui en sortira affaiblie. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association des malfaiteurs ce jeudi. Selon les jugements, il aurait permis à ses proches collaborateurs d'obtenir des financements entre 2005 et 2007. Larissa Gakuto nous en dit plus. Sarkozy, l'ancien président français, a été relaxé des accusations de recel de détournement de fonds publics et de corruption passive. Le tribunal correctionnel de Paris a débuté ce matin son audience pour statuer sur l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. La présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, a indiqué que Nicolas Sarkozy était coupable d'association de malfaiteurs, mais pas de ses autres infractions. Elle a précisé que le jugement concernait sa complicité dans le fait d'avoir laissé opérer ses proches pour obtenir des financements libyens.
Claude Géant, ancien directeur de campagne de Sarkozy, a été déclaré coupable d'association de malfaiteurs, de corruption passive, de trafic d'influence passif, de faux et usage de faux, ainsi que de blanchiment aggravé. Il est impliqué dans cette même affaire de financement libyen. De son côté, l'ancien ministre Brice Horteveux a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et poursuivi pour complicité de financement illégal de campagne électorale. 3 prévenus ont été relaxés. Ahmed Salem, Edouard Oulmo et l'ancien ministre Eric. La suite du jugement est attendue pour clarifier le sort de Nicolas Sarkozy. À l'approche de la CAN 2025, le Maroc donne ses conditions pour 8 pays africains en parallèle. Il relance sa liaison aérienne avec N'Djamena suspendu depuis 5 ans. Plus de détails avec Joséphine Nabi. À compter de ce 25 septembre, les ressortissants de l'Algérie, du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Gabon, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Tunisie devront se munir d'une autorisation électronique de voyage pour entrer sur le territoire marocain. Cette mesure temporaire et gratuite vise à encadrer les flux migratoires en prévision de la CAN, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La demande se fait en ligne et le document doit être obtenu au plus tard 4 jours avant le départ. Les personnes âgées de plus de 55 ans, les résidents marocains, les titulaires de passeports diplomatiques et les conjoints de citoyens marocains sont exemptés de cette formalité. À cet effet, il est important de rappeler que Royal Air Maroc a relancé sa liaison directe avec N'Djamena, interrompue depuis 2020. Ce vol inaugural marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre Rabat et N'Djamena. L'ambassadeur du Maroc au Tchad salue une ouverture stratégique vers les marchés internationaux tout en facilitant les échanges économiques, commerciaux et humains. Cette liaison devrait également bénéficier aux voyageurs tchadiens désirés d'assister à la CAN, en leur offrant un accès direct aux pays hôtes. Ces actualités marocaines, bien que distinctes, traduisent une même volonté, celle de positionner le Maroc comme un carrefour africain, capable d'anticiper les enjeux logistiques d'un événement continental tout en renforçant ses liens avec ses partenaires régionaux pour faire de la CAN un rendez-vous à la fois sportif, diplomatique et stratégique. Dans un contexte marqué par les replis nationaux, ces ajustements invitent les États à repenser leur propre politique de circulation. Page noire de cette édition, l'exhumation de la dépouille de Philbert Moinoudji a eu lieu ce matin à Abéché dans la province du Ouaddaï. La famille, proches représentants de la société civile et les autorités locales étaient présents pour assister la famille dans ce moment de douleur. Le corps est en train d'être rapatrié ici à N'Djamena pour Mounou. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Merci la rédaction et la technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Bonsoir.